Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 29 octobre, une émission spéciale Corée du Nord, puisque j'ai eu l'honneur de recevoir à la radio Jo Eun-sil, une jeune transfuge nord-coréenne qui a fui son pays en 2019 et est parvenue à gagner la Corée du Sud après un long périple. Cette émission est le deuxième épisode lié à cette interview, donc si vous avez manqué la première partie, vous pouvez la retrouver dans le lien qui sera indiqué en description de l'émission d'aujourd'hui. Jo Eun-sil est venu à Taïwan pour quelques jours avec l'ONG de défense des droits humains Amnesty International et en particulier avec Choi Jae-hoon, spécialiste de la Corée du Nord au sein de l'organisation, qui a publié la semaine dernière la version en mandarin d'un recueil de témoignages d'une soixantaine de transfuges nord-coréens paru l'année dernière et intitulé en anglais 60+ Voices, Reflecting on Everyday Lives in North Korea. Jo Eun-sil fait partie des réfugiés nord-coréens à avoir témoigné pour cette publication qui vise à mieux faire connaître au grand public les conditions de vie des Nord-Coréens et les violations des droits fondamentaux qui ont cours sur place. La semaine dernière, Jo Eun-sil nous avait donné un aperçu de sa vie en Corée du Nord où elle a vécu jusqu'à sa défection en 2019 aux côtés de ses parents et de sa sœur dans une famille de la classe moyenne nord-coréenne, une vie globalement à l'abri du besoin mais dénuée de liberté de choix, que ce soit au niveau professionnel ou encore vestimentaire. Elle a aussi expliqué que c'est l'aide des proches déjà présents au Sud qui avait pesé dans son choix de partir malgré les risques. Choi Jae-hoon, spécialiste des droits de l'homme en Corée du Nord au sein de l'ONG, a interviewé plus de 500 transfuges nord-coréens au cours des 10 dernières années, des témoignages qui ont servi à la rédaction du rapport publié la semaine dernière en mandarin. Les rapports précédents concernant la Corée du Nord ne comportaient pas de détails très personnels sur la vie des Nord-Coréens, sur les difficultés de la vie là-bas. Je voulais répondre à ce manque en incluant des points de vue très personnels, des témoignages racontés à la première personne, de manière claire et transparente. Choi explique que le nombre de Nord-Coréens à entreprendre et à réussir la traversée de la frontière avec la Chine a considérablement baissé depuis début 2019. Après 2019, avec le Covid, les restrictions frontalières sont devenues encore plus strictes et les passeurs qui aidaient les Nord-Coréens à traverser la frontière avec la Chine ont considérablement augmenté leur prix. Et à l'intérieur de la frontière, que ce soit en Corée du Nord ou au Sud, les autorités font beaucoup plus attention aux entrées et aux sorties de leur territoire. Donc il est désormais plus difficile de fuir le Nord. La traversée et tout acte qui va à l'encontre des autorités nord-coréennes est aussi risqué dans le sens où le régime se retourne parfois vers les membres de la famille pour punir les actes illégaux et dissuader les autres citoyens de les imiter. Jo Eun-sil, quant à elle, affirme ne pas avoir eu trop de craintes à ce niveau-là et estime qu'avec tous les transfuges nord-coréens qui ont fui à l'étranger, il serait matériellement impossible pour le régime de punir toute leur famille. Mon cousin était déjà en Corée du Sud, donc mon père a pris sa retraite anticipée parce qu'il savait qu'il n'y avait pas d'espoir de promotion. Donc cela ne l'a pas dérangé que je parte. Mon père aime lire des livres, donc il connaissait un peu le monde extérieur, et il était d'accord pour que je parte. Il m'a même encouragé à le faire pour que j'aie un meilleur futur. Ma mère était plus réticente, car elle avait peur de la traversée de la frontière, qui est réputée pour être très militarisée et dangereuse. Elle avait peur que je me fasse tirer dessus et que je meure. Elle était très inquiète et ils étaient divisés sur la question. Dans mon cas, il y a plus de 30 000 personnes comme ça qui ont fui au sud. Donc c'est impossible pour le gouvernement de s'occuper des familles de tous les transfuges. Donc ma famille n'a pas été impactée, mais elle est quand même surveillée. Je ne suis pas très inquiète lorsqu'on les interroge sur moi. Ils répondent juste que je suis partie ailleurs gagner de l'argent dans une autre région du pays. Ils ne répondent jamais honnêtement.
La crainte de Jo Eun-sil était plutôt de se faire attraper à la frontière, car ceux qui sont arrêtés en fuyant sont souvent soumis à la torture et envoyés en détention. Lorsque je me suis échappée, j'ai eu de la chance avec les passeurs. Nous étions séparés en différents groupes. Le groupe parti devant le mien a été arrêté et celui d'après aussi. J'ai survécu, mais les autres ont été arrêtés et renvoyés en Corée du Nord. La première impression que j'ai eue, ce qui m'a le plus surpris en traversant la frontière, c'était les routes, qui étaient très bien faites du côté chinois, alors qu'en Corée du Nord, nous n'avions pas vraiment de route. Ce qui m'a aussi traversé l'esprit, c'est une forme de regret ou d'inquiétude, parce que j'ai réalisé que maintenant que j'étais au-delà de la frontière, il n'y avait pas de retour possible. Ma famille me manquait et je me suis demandé, est-ce que je dois faire demi-tour? Qu'est-ce que je dois faire? Jo Eun-sil est arrivé en Corée du Sud après un long périple de plusieurs mois à travers la Chine, le Laos et la Thaïlande, où elle est restée dans un centre de demandeurs d'asile pendant plusieurs semaines. J'ai demandé à Jo Eun-sil quelles avaient été ses premières impressions de la Corée du Sud, où elle a rejoint sa tante et son cousin qui avaient financé son évasion. Il y avait tellement de hauts immeubles en Corée du Sud. C'était une impression intuitive de hauteur. Et j'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de variété, de diversité au niveau de la nourriture. Mon cousin m'a amené plein de choses à manger très différentes. Ce n'était pas la première fois qu'on se rencontrait, mais j'étais très petite quand ils sont partis. Donc c'était un peu gênant au début, je sentais un peu de distance. Aujourd'hui, on vit séparément, mais quand même proches les uns des autres. Dès mon arrivée, je suis allée vivre sur le campus d'une école alternative, l'école Daehan, qui accueille notamment des réfugiés nord-coréens et des enfants d'immigrants nord-coréens installés en Chine. Cette école prépare de manière intensive les examens d'entrée à l'université. Ça a duré environ 1 an et je suis entrée à l'université pour étudier le commerce international. Je suis actuellement en dernière année. Beaucoup de Nord-Coréens font part de leurs difficultés à s'adapter malgré la langue à la société sud-coréenne, ce pour tout un tas de raisons. Mais Jo Eun-sil affirme qu'elle a fini par s'adapter et qu'elle s'y sent désormais à l'aise. Au début, j'ai fait face à beaucoup de difficultés, car il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas en raison du retard de la Corée du Nord. J'ai beaucoup été aidée par les personnes autour de moi. Et aujourd'hui, je m'apprête à finir ma licence à l'université et je me suis fait beaucoup d'amis. Donc je pense que l'adaptation n'est pas trop difficile. Ce qui était dur au début surtout, c'était tout ce qui était lié à Internet, car Internet est rare au Nord. Le Sud est un pays très centralisé et très digitalisé, donc il faut aller sur Internet pour s'inscrire et se créer un compte pour presque tout. Les machines pour commander au restaurant étaient aussi quelque chose de nouveau et de très déroutant pour moi au début. Mais au fil du temps, je me suis adaptée et j'y suis désormais habituée. Au moins, en Corée du Sud, on peut être payé à hauteur des efforts que l'on fournit. Donc si on travaille dur, on peut gagner beaucoup. Je souhaite pouvoir gagner beaucoup d'argent et vivre confortablement. Il faut beaucoup d'argent pour payer les passeurs, car la traversée coûte très cher. Mon plus grand rêve est de tout faire pour économiser et, si l'occasion se présente, avoir la capacité de payer tout de suite. Car il faut être rapide et l'argent doit être prêt pour que si l'opportunité se présente, je puisse les faire venir. Mais dans cette nouvelle vie, aussi confortable qu'elle soit, il reste toujours un vide, celui créé par l'absence de sa famille restée en Corée du Nord et dont elle a très peu de nouvelles. J'ai parfois des contacts téléphoniques avec ma famille restée au Nord, mais c'est très rare. C'est très dangereux, car si on est attrapé, on est puni durement. Il faut aller près de la frontière Nord et utiliser des téléphones chinois pour faire des appels internationaux et appeler des numéros sud-coréens. Ces appels sont des opportunités très rares, car ces téléphones ne s'achètent pas, mais se louent auprès des passeurs. Ils sont dangereux, car ils peuvent être tracés. On paye les passeurs et ils viennent avec nous pour faire l'appel. C'est assez loin de chez mes parents, environ 4 heures en train. Choi Jae-hoon conclut avec une note d'optimisme en affirmant que la situation s'est tout de même améliorée au cours des dernières décennies. Il insiste aussi sur l'impact de l'engagement, des déclarations et des pressions qui peuvent être exercées par la communauté internationale pour faire pression sur les choix politiques de Pyongyang. Beaucoup de gens croient qu'il n'y a pas eu de changement de politique en Corée du Nord. Mais en réalité, au cours des 20-30 dernières années, petit à petit,
très doucement, la situation a évolué, notamment grâce aux campagnes de sensibilisation, d'information sur les droits de l'homme qui ont été menées depuis l'étranger. Pour les personnes emprisonnées dans des camps, par exemple, les statistiques montrent que leur nombre a progressivement baissé. Le nombre de prisonniers politiques a aussi baissé au fil du temps, ce qui prouve que l'attention portée par la communauté internationale à ces questions, aux droits de l'homme en Corée du Nord, ont un impact sur la durée. Il y a aussi d'autres endroits dans le monde où les gens souffrent de violations des droits de l'homme, à Gaza, au Moyen-Orient, en Ukraine. Quand des nouveaux conflits apparaissent, les gens tendent à un peu oublier la Corée du Nord et à détourner leur attention. Je souhaite que les gens continuent à se souvenir de tous les Nord-Coréens qui souffrent actuellement de la situation sur place et à les aider, notamment à travers Amnesty International. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.